Hello, hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des Regen Talk, le podcast dans lequel j'aime beaucoup discuter, parce que c'est de la conversation toujours libre et ouverte, avec différents acteurs et personnes qui sont engagés sur les sujets qui sont autour du régénératif. Comme ça, moi je suis confort, je peux parler avec des gens où on sait ce qu'on veut dire par régénératif. Mais justement, tiens, pour lancer cet épisode, donc je suis avec deux autres personnes ce coup-là, on est à trois. Je suis avec Alexis Kless et avec Valentin Roustin. Et je vais vous inviter les gars à présenter en parlant peut-être de votre activité du moment principale, celle qui vous fait vous lever le matin et qui vous met en joie, euh, en lien avec le sujet du régénératif justement, même si c'est peut-être vos enfants qui vous mettent en joie ou si c'est vos parents, vos amis. Donc je sais pas qui c'est qui veut commencer, peut-être Valentin, du coup, Valentin. tu es à distance, puis après ça sera Alexis. Moi, alors le régénératif, c'est plutôt à travers la biologie. L'activité du moment, c'est plutôt du coaching, conseil, voilà, où on travaille sur la perception des organisations d'un point de vue de la biologie. Voilà, comment les organisations sont des êtres vivants qui évoluent, et essentiellement au niveau de la transformation des organisations. Parce que c'est important de voir l'interaction entre comment va changer le système, comment ça va faire changer les personnes et comment ça nous change aussi à l'intérieur. Comment on doit revoir nos perspectives sur la stratégie, sur nos relations avec nos collègues, etc. Et c'est une approche, on va dire, oui, qui m'intéresse énormément de partir de la biologie pour traiter ces problématiques-là. Merci Valentin. Je laisse rebondir Alexis avec ses activités du moment, puis après Oui. je viendrai poser des questions, parce que j'ai déjà des petites questions pour venir creuser. Alors, donc, moi, c'est Alexis. Ce que dit Valentin résonne avec aussi ce que j'ai dans le sac à dos en ce moment. C'est l'accompagnement individuel que je fais auprès de dirigeants ou de managers. Et je suis vraiment sur des problématiques sur l'individuel, sur l'accompagnement de personnes, justement, qui ont besoin, qui sont en dégénératif. Et je les aide à recréer un environnement favorable pour se régénérer et potentiellement retrouver un équilibre. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet sur lequel je travaille, donc je sors d'un événement bio-inspiré qui était au mois de mars sur régénération de la Terre et économie régénérative. Donc on est en plein dans le thème. Et là, je suis en train de préparer le prochain événement matinal qui sera sur les conflits et notamment sortir des conflits. Et donc là, je suis très content parce que j'ai trouvé un biologiste qui a écrit un livre sur les conflits dans la nature et qui a écrit tout un chapitre sur les stratégies d'animaux pour sortir des conflits. Et là, j'ai trouvé aussi une personne côté entreprise qui travaille pour développer une culture saine des conflits pour ne plus avoir peur des conflits et savoir les traiter au fur et à mesure, que ça soit un lieu, au contraire, de renforcer nos liens plutôt que nous détruire tous dans les conflits. Voilà donc mon actualité. Cool Alexis, merci. Le rebond qui me vient direct, parce que forcément moi je suis biaisé aussi par tous ces sujets, mais ça me paraît évident quand toi Valentin tu me dis bah oui en fait une organisation avec des êtres humains, bah, c'est un organisme vivant. Moi j'ai envie de dire oui, ok, parce que je suis biaisé. Quand Alexis parle du fait d'aller regarder comment ça se passe dans la nature et chez les animaux pour la gestion des conflits ou pour les autres sujets, bah, je me dis bah oui, en effet, c'est logique parce qu'au final, on fait tous partie de cette nature et de ce vivant, donc tout est à peu près logique et connexe. Euh, Vous, comment personnellement vous en êtes venu à ces sujets-là pour que ça en soit pour vous une évidence de travailler là-dessus et d'essayer de le partager soit aux organisations, soit même aux individus? Et qu'est-ce que c'est une double question, hein. Et qu'est-ce que vous voyez comme, comment dire? Comme, non-évidence de l'autre côté? Parce que pour nous, c'est évident, mais vous devez dealer avec quoi de l'autre côté, en fait, pour arriver à faire comprendre que potentiellement c'est une évidence? Si tu veux commencer là-dessus, peut-être, Valentin, par exemple, comment est-ce que toi, tu en es venu, à être sur ces sujets-là et que ça t'anime au quotidien et que tu as envie de le faire,
le mettre en partage et de... Pour moi, la non-évidence, elle réside essentiellement dans le fait qu'il y a on va dire une forme de saut d'échec. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes que je vois, ils comprennent bien, ok, on est des êtres vivants, etc. Et quand on part sur le côté organisation, que ce soit les entreprises, les associations ou même des États, il y en a pour qui c'est évident, oui, que ça forme un être vivant. Pour d'autres, c'est pas le cas. Mais même quand on parle de qu'est-ce que c'est un être vivant, eh ben, c'est pas non plus très clair pour tout le monde. Et nous, ce qu'on a vu chez Eco, c'est que le modèle c'est cellulaire, c'est-à-dire que entre l'homme et les organisations, c'est pas un être vivant comme nous, c'est-à-dire macro, avec un cerveau, un cœur, etc. Il y a certains courants de pensée qui essayent de faire cette analogie. Pour nous, c'est pas du tout comme ça. Et en fait, l'analogie, elle se passe au niveau cellulaire. C'est-à-dire que on est partie prenante d'un système qui est comme une cellule. Et donc, c'est ce modèle-là qu'il faut appliquer. Et à partir de là, là où ça devient une non-évidence un peu pour tout le monde, c'est qu'est-ce qu'une cellule? Comment marche la complexité de ce microcosme qui, en fait, est le modèle de nos nations, de nos organisations, etc. Oui, certes, il y a des écosystèmes entre les organisations, mais au sein d'une organisation, on ne parle plus d'écosystème, c'est un réseau d'humains en fait, qui font partie d'une même cellule. Et cette cellule, elle est en écosystème avec les autres. Donc on voit en fait qu'il y a des confusions, il y a une mauvaise compréhension aussi de comment on représente un système complexe dit cellulaire. Voilà, c'est un peu, moi, c'est là où je vois que c'est pas tout à fait évident pour tous ceux que j'approche, que ce soit au niveau de la transformation, de l'organisation même, de l'entreprise, et en particulier pour intégrer l'ensemble des personnes qui travaillent dans une société. On ne parle pas qu'aux dirigeants, on ne parle pas qu'aux managers, mais pour faire corps, bah, il faut aussi que tout ce qui est opérationnel puisse comprendre la logique du système. Ouais, puis j'imagine que c'est encore plus difficile avec les personnes qui sont encore plus opérationnelles parce qu'elles elles sont dans un système qui a une certaine culture, avec un certain langage. Moi, ce que j'avais en tête aussi comme sujet qui empêche de voir comme une évidence qu'une organisation est un organisme vivant, c'est par les étapes par lesquelles on est passé avec l'industrialisation et tout le reste. Et donc du coup, ben, tout est organisé un peu en rouage, avec à chaque fois une organisation qui est très rigide et une hiérarchie, enfin tous les codes qu'on connaît, même les codes de langage, quoi. J'ai l'impression que ça aussi, ça nous bloque un petit peu. En fait, je sais pas si peut-être Alexis voulait remonter. Non, vas-y, rebondis. Non, vas-y, Après, vas-y. Non, je reste sur en Alexis fait, après. ce qu'on voit, c'est aussi la destination finale de l'organisation et la perception. En fait, dans le vivant, il y a, enfin, de mon point de vue de biologie, c'est une organisation, elle doit avoir du succès. Et d'un point de vue de la biologie, le succès d'un être vivant n'est pas nécessairement dans la performance, mais dans ce qu'on appelle le fitness écologique, c'est-à-dire sa capacité en tant qu'individu à se reproduire, à transmettre, à survivre sur le temps long et à s'adapter. Et donc ce fitness d'une organisation, d'un être vivant, il est en partie lié à son environnement et en partie lié à sa biologie, sa logique interne. Et il est aussi, quand on parle d'environnement, c'est pas seulement l'environnement matériel, mais aussi des autres acteurs de l'écosystème. Et quand on met le fitness en relation avec les autres acteurs de l'écosystème, on va souvent parler de performance. Et c'est là où je pense qu'il y a on va dire, un courant qui s'est fait extrêmement, qui est parti dans le tout performance, où là, la machine est bien meilleure que le vivant. C'est-à-dire un avion va plus vite qu'un oiseau, un avion va plus haut qu'un oiseau, peut transporter plus de charge qu'un oiseau, mais donc il est très performant, il y a des gains de productivité énormes, mais par contre,
Un avion ne s'auto-répare pas, il n'est pas plastique, il nécessite une consommation d'énergie très importante. Et c'est là où, du moment où on veut aller vers la performance, ben oui, les machines sont, on va dire, l'exemple de performance extrême, c'est-à-dire que quand on mesure la vitesse d'un avion, bah oui, il est meilleur qu'un oiseau, mais sur d'autres composantes, que ce soit l'adaptabilité, la plasticité, la régénération, etc., et ben là, il tombe à zéro, un avion, ça rouille, et à la fin, ça part à la casse. Un oiseau, ça transmet, on va dire, ça réplique le système, etc., etc. Donc c'est là où, pour moi, aujourd'hui, on a vu l'entreprise d'un point de vue de la performance économique, et donc on lui a attribué une grille de lecture un peu liée ben, aux mécaniques, à la machine. Et c'est ça qui est difficile, puisque aujourd'hui, tous les malheurs qu'on voit en entreprise, hein, burn-out, turnover, enfin, le mal-être au travail, vient du fait que on a placé l'humain qui est complètement vivant, organique, biologique, dans une logique mécanistique où il ne représente plus qu'un pion. Et toute la question est de savoir comment et par quel modèle on va réconcilier à la fois ben, la logique économique qui est ce qu'elle est, et aussi l'humain au travail. Pourquoi aujourd'hui on en est au mécanisme, à la vision industrielle, etc. C'est parce qu'à mon sens, l'humain est... Enfin, on a une telle volonté de performance qu'on en oublie le fitness global, c'est-à-dire la capacité à durer dans le temps. Ouais, j'imagine que pour pouvoir faire, ton travail et pour pouvoir rentrer, vraiment sur ces sujets-là, justement, il faut déjà que les états d'esprit, des personnes qui sont dans les entreprises et dans ces écosystèmes soient prêts à ça. Et c'est là où, du coup, j'ai le rebond vers Alexis, où toi, tu travailles justement à essayer de faire rentrer déjà un peu ces inspirations et ces briques de réflexion pour que ça puisse ouvrir les portes, derrière de travailleurs comme Valentin. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu, toi, justement, sur ton intention, ton approche et ce que tu arrives à venir provoquer, dans les entreprises avec lesquelles tu travailles? Alors, déjà, enfin, tout ce qu'a dit Valentin résonne très fortement par rapport à ce que je constate aussi. Et j'ai presque envie de faire un spoil alert. C'est que quand les gens sortent de mes événements de bio-inspiration ou les séminaires bio-inspirés en entreprise, unanimement, les gens disent que ça les apaise, le fait de contempler ce qui se passe dans la nature, et que ça leur redonne de l'espoir. C'est-à-dire de voir finalement un fonctionnement systémique effectivement d'une cellule ou d'un organisme vivant ou d'un écosystème. Comme je dis, par exemple, un arbre est toujours au top, mais au top de sa saison. Donc, c'est-à-dire cette robustesse du vivant, elle est très apaisante pour l'humain qui finalement est en train de crever d'un système où il doit être toujours au top, et en fait, c'est pas possible. Donc ça, c'est voilà, juste raisonner, Ouais, pouvoir raisonner. Et par rapport à ce que dit Valentin, effectivement, le fait de proposer aux entreprises de regarder dans le vivant pour faire écho à ce que les entreprises vivent, c'est pas du tout évident. Et ce qui est très chouette, c'est qu'à chaque fois que les gens me font confiance et qu'ils acceptent que les amène à contempler un système vivant qui va faire écho à ce qu'ils vivent, à chaque fois, ça devient évident pour eux. Après avoir fait l'exercice. J'ai encore vécu la chose dans une école à Genève en janvier, où j'ai organisé un séminaire pour toute l'équipe pédagogique d'une grande école. J'ai travaillé avec un spécialiste du loup sur la Meute. Et les gens disent, mais comment on va passer de l'un à l'autre? Mais en fait, ça marche très bien. Et en plus, les gens disent que le fonctionnement d'une meute de loup va être très inspiré pour le fonctionnement d'une équipe. est-ce que d'observer, grâce à tes séminaires ou par d'autres moyens, en allant dans la forêt ou en se renseignant sur plein de types de médias différents, le fait d'aller observer, le vivant vient activer quelque part des évidences chez les personnes? Oui.
j'imagine que du coup, il y a des choses qui c'est pas de l'ordre de forcément de la réflexion. J'ai l'impression Non, que tu écoutes un récit de comment fonctionnent les gens ensemble avec, leur mode de leadership ou quoi, ça vient créer des connexions dans ta tête, un ça peu vient instantanément, quoi. Il y a un côté un peu intuitif ça aussi là vient derrière. créer des connexions dans ta tête, ça vient de créer des connexions dans ton corps. C'est-à-dire, finalement, moi, ce que je fais là depuis 8 ans, je constate que ça a un effet sur moi, mais aussi sur les autres, que c'est un effet de reconnexion de soi au vivant. Parce qu'en fait, dans notre état très cérébral, on oublie parfois qu'on a un corps, quoi. Mmh. Et on oublie d'écouter nos besoins. Et finalement, moi, l'essentiel de ce que je fais en faisant de la bio-inspiration, je me rééduque. Je le fais d'abord pour moi, mais je le fais aussi pour mes clients. Je nous rééduque à réécouter le vivant. Mmh. Donc, un chat, il a des besoins. Quels sont ses besoins? Quel est son environnement favorable? Et un loup, c'est pareil. Et un humain, c'est pareil. Et si on est en capacité de réécouter et de comprendre l'autre, ben, on sera en capacité aussi de le faire avec nos collaborateurs et avec nous-mêmes et faire en sorte que le système aussi nous porte beaucoup plus qu'il nous porte aujourd'hui. Et finalement, ce sera régénératif dans le long terme. Toi, Valentin, de ton côté, avec une approche qui est, peut-être un peu plus technique, est-ce que tu sens aussi cette nécessité d'avoir des individus, des interlocuteurs qui justement, sont reconnectés, comme le dit Alexis, plus par le corps, par ses inspirations, avant de pouvoir travailler avec eux? Ou est-ce que par ton approche plus technique, tu arrives quand même à les amener à intégrer un peu, tous les principes, qu'on partage depuis le début de l'échange? Je pense que ces deux éléments vont de pair, à savoir que, comment dire, euh, au début, quand je me suis présenté, j'ai dit que on travaillait sur les systèmes. Donc oui, il y a une approche technique, mais avec aussi une transformation de la personne et qui repasse par cette reconnexion, euh, en fait, la capacité à maîtriser, entre guillemets, à vivre ses émotions, son intelligence, ses instincts aussi, comme vecteur d'action sur le système. Mais encore faut-il comprendre le système dans lequel on se trouve et aussi comprendre que, comment dire, en fait, ce qui est difficile, alors je fais une petite digression, mais pour revenir euh, au point, c'est que lorsqu'on est dirigeant, lorsqu'on est euh, manager, on est à l'interface entre la destinée du système, donc il doit continuer, et un jour on sera plus dans ce système, mais il doit continuer, il doit se préserver, et ça fera le travail de futures générations. Et en même temps, on est à l'interface avec euh, nos collaborateurs humains, on est dans ce réseau humain dans lequel il y a des émotions qui passent, dans lequel il y a il y a un jeu de confiance, il y a un jeu de voilà aussi parfois de pouvoir. Et la difficulté, c'est d'être à cette interface, c'est-à-dire essayer de comprendre où le système veut aller et en fait être la courroie de distribution de l'énergie de ce système vers les personnes et de devoir prendre parfois des décisions qui sont jamais optimum, c'est-à-dire qui vont favoriser certaines personnes dans le système au détriment des autres, et vice-versa. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le vivant. Enfin, c'est ce qu'on voit dans le vivant, c'est-à-dire que votre corps humain, ben, il va dire à certaines cellules, ben, maintenant il faut s'arrêter, il va en recycler d'autres, il va en faire croître d'autres, etc. Et même au sein des cellules, ben, c'est la même chose. Les protéines, ben, il y a un turnover, ben, elles meurent, voilà, la cellule continue, mais ce qui se passe en son sein, il y a une très forte dynamique. Et en fait, ce que j'observe, c'est que la sérénité d'une organisation et de ses membres vient de la capacité, et c'est ce que disait Alexis, euh, de pouvoir comprendre ces dynamiques macro et de les reconnecter à ce que l'on vit au jour le jour. Et comment est-ce que tu travailles toi là-dessus justement pour cette reconnexion,
entre la dynamique macro et puis après le quotidien, le feeling quotidien des humains qui sont dedans. Ouais. Alors, on va dire du coaching one-to-one, un peu avec avec les groupes, mais là, on va dire, c'est plus pour euh, expliquer le système, la partie un peu plus technique. Euh, on va dire en one-to-one. euh, Tout d'abord, il y a vraiment cette compréhension, enfin, c'est ce que j'observe, hein. Euh, Quand on se reconnecte avec euh, nos sensations, ben, travailler sur tout ce qui sont les sensations, l'alimentation, la respiration, en fait, ça a un impact très important sur aussi la prise de décision. La façon dont on va être dans une journée, va nous permettre, enfin, la façon dont on va être en soi, que ça soit d'un point de vue biologique, émotionnel, intellectuel, de notre évolution en termes de conscience, ben, ça va impacter énormément sur les décisions qu'on va prendre. Et quand on parle de leadership, c'est vraiment important de pouvoir être reconnecté à ça. Par exemple, on va travailler sur, quand je parle sur l'alimentation, c'est que pour toutes les personnes, on n'a pas toute la même alimentation qui nous va bien. Pour certains, certains aliments vont créer des perturbations intestinales, de la fatigue, etc. Pour d'autres, ce sera d'autres aliments. Et donc, par exemple, en se reconnectant à cette partie-là, de savoir ben, qu'est-ce qui me fait du bien. euh, alors, je prends l'alimentation parce que c'est ça, mais il y a aussi tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intellectuel, nourriture de l'esprit. En se reconnectant à ça, eh ben, si on arrive à atteindre des états, on va dire, de bien-être euh, plus constants, en tout cas, ça facilite la prise de décision et ça facilite la communication au sein du système. En tout cas, c'est beaucoup plus ancré sur l'expérimentation personnelle. Et ce que j'entends, c'est que d'un côté, il y a cette mise en perspective de comprendre dans quoi les individus sont. Donc, on est dans un système vivant, on Exact. est dans quelque chose qui peut s'apparenter à un fonctionnement cellulaire. Donc, du coup, ça peut être expliqué, ça peut être clarifié. Et puis après, en parallèle de ça, c'est OK, on va se poser avec des personnes en one-to-one et on va vraiment essayer de faire en sorte qu'elles soient déjà reconnectées à elles-mêmes, et à leur propre bien-être, à leur propre lucidité pour qu'ensuite, quand elles évoluent dans le système, elles le fassent de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus en conscience, quoi. Et c'est d'autant plus important quand on parle des personnes en charge de la transformation ou de grosses décisions. Parce que ça nécessite, enfin, c'est des actions qui sont pas anodines et qui nécessitent un degré de lucidité, d'éthique, de connaissance de soi, très importante pour éviter des erreurs dramatiques. Parce que sur un licenciement massif, parce que une stratégie a été décidée, potentiellement vous avez des personnes qui, en fin de course, vont se suicider parce que vous allez couper les salaires. Dans la vie d'une organisation, on ne peut pas l'éviter. Mais en tout cas, ceux qui en sont responsables doivent faire en sorte, à mon sens, hein, d'atteindre le plus haut niveau d'éthique personnelle, de lucidité personnelle, de conscience personnelle, euh, pour éviter à tout prix des erreurs, des mauvais choix. Voilà. Des mauvais choix et des mauvaises communications. Et si tu avais un rebond Oui, là-dessus. en fait, moi, ce que j'ai compris aussi de ce que vous faites, Valentin, et de ce que vous apportez, c'est une sorte de capacité à visualiser le système et finalement visualiser les points pour reprendre une conversation que j'avais avec un ami à midi, les points où ça respire dans l'organisation, ou les points au contraire où il n'y a pas de respiration et c'est en train de mourir. Finalement, est-ce que c'est ça, finalement, ce que vous permettez avec votre analyse et les outils que vous avez développés? Oui, en fait, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que du point de vue, donc système, c'est tout ce qui est modélisation du système, compréhension des interactions interpersonnelles. Donc ça, c'est deux outils
qu'on utilise aussi en biologie, hein, parce qu'on ne peut pas étudier les deux en même temps. Donc en biologie, on modélise la création du flux de valeur, on va dire dans le système, comment le système va métaboliser les ressources, et puis internes, externes, etc. Donc ça, c'est la modélisation de ces flux. Et le biologiste va après s'intéresser aux interactions entre les fonctions du système, entre les parties prenantes du système. Et donc là, on a deux approches. L'une qui est basée sur essentiellement la science des réseaux. Donc on va essayer de modéliser ce réseau et d'y appliquer la science des réseaux. Et l'autre approche qui est la modélisation des flux de valeur, où là, on va avoir plus des approches de type, d'abord un modèle, alors il faut le dessiner. Donc ça, c'est important pour l'ingénieur de la transformation, que ce soit un décisionnaire, enfin, soit qu'il soit dans une équipe de la transformation, soit qu'il soit un dirigeant, donc de pouvoir comprendre ces niveaux de modélisation, de pouvoir faire de l'ingénierie dessus, mais le côté personnel qui vient à côté de développement, lui, il fait en sorte de reconnecter, enfin, que le travail d'ingénierie du système ne soit pas juste un travail, comment dire, d'analyse des données. Il faut bien comprendre que chacune des actions qu'on va entreprendre va avoir un effet, pas seulement d'un point de vue de résultats comptables et de résultats comptables et financiers, mais aussi d'un point de vue humain et d'un point de vue après aussi de la stratégie de production, quel produit, quel service on donne au monde. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux tableaux qui sont pour nous très importants, la partie analytique et la partie personnelle. Et quand tu parlais tout à l'heure de décisions qui peuvent aller jusqu'à le truc fatal où tu as un collaborateur qui se suicide, moi, ça me fait penser que parfois, il y a des décisions qui sont prises de manière aveugle, où les gens ne comprennent pas toutes les répercussions ou ce que les gens vivent dans l'organisation. Et ce que vous faites par ce que vous apportez, justement, permet de comprendre en conscience ce qui se passe en termes de flux, d'énergie, de dons, et du coup de pas prendre des décisions qui pouvaient être fatales, quoi, et stupides. Exactement. Et d'ailleurs, ce que nous on voit, c'est que alors on parle plutôt, notre point d'entrée, on va dire, c'est la direction, mais les cartes, ce que l'on trouve très plaisant, c'est quand on va au-delà des décisionnaires et qu'on peut travailler avec les opérateurs, parce qu'en fait, une carte, les modèles que l'on fait sont compréhensibles par tous. Ce que nous, ce que j'apprécie dans ce métier, c'est quand tout le monde comprend qu'il est partie prenante du système, qu'il a sa responsabilité dans la fonction, même si on est peut-être 1000 ou 2000 à faire cette même fonction, mais on est détenteur d'une partie du flux de création de la valeur. Et à partir de là, on peut communiquer sur nos problématiques, les communiquer aux autres fonctions, voir comment les fonctions interagissent et être acteur de la guérison du système. Parce qu'il y a toujours des pathologies. Et ces pathologies-là, quelque part, soit on décide de les prendre en continu, et c'est-à-dire qu'on peut, dans la plupart des cas, les résoudre sans en arriver à des, à des actions extrêmes. Ou alors, souvent, ça finit par des plans de licenciement, etc. Mais parce que les pathologies sont là, mais ont été, soit on a essayé de traiter les symptômes, soit on a glissé ça sous le tapis. Et juste pour rebondir, la personne avec qui je parlais hier sur les conflits en entreprise disait que très souvent, les conflits sont un symptôme d'un dysfonctionnement du système et qu'elle c'est un peu comme un bouton de furon qui apparaît sur la peau quand vous avez un souci. Et du coup, en fait, de voir les conflits, par exemple, comme un symptôme de quelque chose qui va mal au niveau systémique, ça change aussi le regard sur le conflit. Et pour le résoudre, c'est pas seulement deux individus qui se battent, c'est aussi le système qui doit interagir et aussi voir ce qui doit changer pour résoudre les conflits. Voilà. Non, c'est super intéressant et c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs,
dans la nature, si vous observez bien, on peut vraiment dissocier l'acte de conflit de l'acte de prédation. Vous voyez ce que je veux dire? L'acte de prédation est un acte de nutrition et n'est pas conflictuel en soi. Et on a les actes de conflit entre souvent individus de la même espèce qui vont pas se manger et où très rarement, très rarement ça contribue à la mort de l'individu, mais souvent ce qu'on voit, c'est surtout des démonstrations de c'est mon territoire, et trouver un compromis pour arriver à ce, comment dire, à ce que tout le monde soit bien, quoi. Et Que chacun soit bien. je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexis, quoi. C'est ouais, un exemple. Enfin, ça démontre qu'il y a un problème. Dans l'entreprise, souvent, les conflits sont liés à la responsabilité, un peu au territoire, si on pousse l'analogie. Ouais, ce que je trouve intéressant dans la complémentarité de vos approches, quelque part, c'est que d'un côté, toi, Valentin, tu vas le prendre d'un point de vue assez rationnel. Je veux dire, de prime abord, quand on parle de modélisation, de modèles, de visualisation, de choses comme ça peut créer des déclencheurs et des triggers chez les individus. Et puis toi, Alexis, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus les leviers que tu vas venir activer. Moi, j'ai l'impression que ça passe plus par tout ce qui est de l'ordre de l'histoire. Tu dis souvent que tu aimes bien compter le vivant. Pardon. Et que du coup, en fait, en passant par l'histoire, en passant par la poésie, ça vient aussi reconnecter l'individu, j'imagine, vraiment à quelque chose de plus profond chez lui. Et du coup, quand ça l'a réactivé, au quotidien, il va pouvoir vivre les situations de manière totalement différente et les relations de manière différente. En fait, je dis toujours que mon approche, c'est l'apéro. Ce que tu fais, toi, Valentin, ou ce que te fera quelqu'un qui accompagne les organisations ou qui accompagne ou qui va travailler sur la RSE. En fait, ce que je propose en faisant de la bio-inspiration, c'est finalement de voir en racontant effectivement une histoire qui est connectée à ce que vit l'entreprise, mais qui est dans un autre monde. Je travaille comme un conteur. Rappelez-vous quand on vous racontait des histoires quand vous étiez enfant, les contes et légendes, je ne sais pas si vous lisiez ça quand vous étiez enfant, eh bien, qu'est-ce que ça venait à vous apporter? Ça n'avait rien à voir avec votre réalité, et pourtant, ça tissait en vous des histoires, des héros, des gens qui trouvaient des solutions. Ça vous introduisait, et souvent, quand vous lisiez ces lectures, ça vous redonnait de l'énergie et de la vitalité et de l'envie. Voilà. Eh bien, la bio-inspiration, elle fait la même chose. Moi, je viens raconter ce qui se passe dans le vivant. Je viens raconter, par exemple, qu'un arbre, il n'a pas de cerveau, et chacune de ses cellules est un cerveau en soi, capable d'écouter, de réagir, de communiquer. Et voilà. Et rien qu'en faisant ça, je vous emmène dans le fait que potentiellement, dans une entreprise, si chaque individu était conscient qu'il fait partie du même arbre et toute son intelligence est importante pour l'arbre, eh bien, ça le remobilisera en tant que personne dans l'organisation. Voilà. Donc, c'est ce que je fais en racontant des histoires des loups, des fourmis, des arbres. Mais ça marche aussi avec le minéral et le végétal. Quand tu dis le côté apéro d'approche plus continue, en fait, et plus profonde, vraiment, de dire on va vraiment transformer, j'ai l'impression que c'est un peu limitateur par rapport à l'impact que ça peut vraiment avoir, non? Parce que en vrai, du coup, c'est pas juste un moment feel good comme un apéro et après chacun va repartir dans son quotidien. Est-ce que tu constates que ça vient vraiment activer quelque chose chez les individus qui perdure dans le temps et qui va induire des changements de comportement, justement? Ou est-ce que tu n'arrives pas à Alors, le pour mesurer? le moment, j'ai pas encore assez de recul, mais en tout cas, je fais systématiquement l'analyse à chaud des résultats effectivement des séminaires. Je dirais à 4, comme je suis pas un gourou, j'ai toujours quelques-uns qui aiment pas mon approche, donc ça c'est bon signe, mais je dirais à 90%, les gens sont très impactés
Et effectivement, c'est ce que je vous disais, ça a un impact sur leur psychologie en fait. Et puis ça a un impact sur le fait de dire en fait le vivant, comme une des designeuses du séminaire que j'ai fait chez Mangrove disait mais je pensais pas apprendre autant des champignons quoi. Je pensais pas que les champignons pouvaient tant m'enseigner. Ouais. Donc une espèce de fascination et de découverte qu'en fait le vivant a des tas de trucs à nous apprendre. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est peut-être un peu limitateur ce que je fais, mais je suis un peu comme, je me sens un peu comme un artiste qui vient comme introduire à la pertinence des systèmes biologiques. Voilà. Ouais. Et bon, comme vous savez, j'ai un handicap mental, et du coup, je ne fais que ça, mais je suis heureux de faire ça. Bon, si on voit encore ça comme une fonction vivante intéressante, le fait que tu puisses pas faire 1000 activités à la seconde pour les raisons que tu viens de dire, permet aussi d'avoir un focus sur ta part dans cette histoire. Et toi, Valentin, comment tu vois justement cette jointure avec Alexis? Parce que c'est ça aussi que je voulais questionner avec ce podcast à trois, c'était vraiment de voir en fait comment les deux approches pouvaient se marier et comment ça pouvait être évident aussi quelque part de venir travailler sur les deux aspects, soit en cascade, soit en parallèle. Ouais. Non, non, en fait, c'est même très intéressant parce que, comment dire, bon, bah, moi, oui, je suis plutôt dans l'hypertrophie intellectuelle, on va dire, ça comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'un humain n'est pas fait que d'intellect. Il est fait d'émotions, qui passe par l'histoire. Il y a, oui, l'approche, on va dire, intellect, l'approche émotionnelle, mais si on prend l'homme dans sa totalité, il manquerait presque une approche qui est dans le faire, dans l'action, pas seulement voilà, soit des émotions, soit des modèles, de l'intellect, mais aussi à faire le vivre vraiment dans des parcours immersifs et etc. En fait, on voit bien que chaque personne, et moi je le vois dans les entreprises, hein, chaque personne a, a une clé donc qu'on va toucher différemment. D'accord? Il y a des personnes dont la clé d'ouverture, ça va être les émotions, les histoires, et c'est très important. Il y a d'autres personnes, ça va être plutôt l'intellect. Et enfin, il y a d'autres personnes, et ça, c'est une des difficultés aussi que moi, je rencontre hein, euh, dans ma pratique, c'est quand la personne, elle, sa clé, ça va être plus sur la kinesthésie, le mouvement, enfin, le faire, plutôt que l'émotion. J'ai plus de difficultés, mais on arrive toujours à amener, on va dire, des histoires, les gens arrivent à comprendre. C'est vraiment à cette interface-là. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Alexis, mais si tu... Oh, oui, oui. En fait, dans un séminaire, alors je précise que je fais toujours intervenir des scientifiques, hein. Du coup, je fais d'abord respirer les gens. Je les fais reprendre conscience de leur corps avant un événement. Après, j'explique comment marche la bio-inspiration et comment on va passer de l'histoire du vivant à l'analogie à leur entreprise. Et ensuite, je suis en train d'améliorer d'ailleurs ma méthode avec les méthodes qui viennent du biomimétisme. Parce que voilà, depuis que je suis au CEBIOS, je suis en train de développer d'autres compétences. Et bon, les gens vont écouter pendant une demi-heure un scientifique sur un sujet. Ensuite, ils vont lui poser des questions. Et ensuite, pendant 1 heure et demie, ils vont être ensemble autour d'une espèce de fresque, d'un grand tableau affiche de cinéma. Et ensemble, ils vont écrire, bouger et restituer leurs émotions, ce qu'ils ont retenu de ce que disait le scientifique. Et ensuite, dernière question, l'analogie entre l'histoire effectivement des abeilles et la communication, comment ils vivent la communication dans leur entreprise. Donc finalement, effectivement, j'essaye de faire vivre le corps, le cœur, l'esprit et dans mon événement, effectivement, les gens sont dans l'intellect, mais aussi sont dans leur corps et sont dans leurs émotions. Et pour faire la jointure entre ce que vous disiez, moi, ce qui me vient, c'est l'un des gros kiffs que j'ai toujours eu dans mon travail quand je fais de la recherche terrain et que du coup, je me retrouve à aller observer en fait tout ce qui se passe dans une entreprise. Heu,
Je pense à la dernière que j'ai fait là, qui était dans une boîte où il y avait 200 personnes et en fait, vraiment du coup, je suis extérieur à ce système-là et je me balade en fait entre les bureaux, j'observe parce que la première phase terrain, c'est vraiment la phase d'observation et du coup, j'ai vraiment l'impression que je suis dans une sorte, de fourmilière, quoi. Je vois tout le monde qui est en train de s'atteler à faire ses trucs à droite, à gauche. Alors souvent, quand c'est dans les sociétés de services, bah, il y a beaucoup d'humains derrière des ordinateurs en train de faire des trucs, donc l'observation, elle peut pas se faire que, dans le monde physique. Il faut aussi faire l'observation, dans ce qui se passe dans les outils numériques, pour aller voir aussi comment, l'information circule. Mais je suis toujours fasciné de ça, en fait. C'est que quand, du coup, je suis sur le terrain et que j'observe, c'est là où il y a vraiment le côté avec le corps, au final, quoi. C'est que je vais m'immerger dans un système et du coup, je découvre vraiment de l'intérieur comment il fonctionne et après dans mon cerveau, des analogies se font et je me sers de ces analogies pour me dire: «Oui, bah, en fait, ce que je suis en train de voir là, peut-être que dans le vivant, il peut y avoir des choses qui peuvent être utiles» et puis ça me permet d'avoir des sortes de briques de solutions qui émergent. Je ne sais pas si vous pouvez le constater dans les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, mais que par exemple, un collaborateur ou même, quelqu'un de la direction s'autorise à faire ce type d'immersion dans son propre système pour aller en fait, le vivre avec le corps en fait. Des fois, il y a des visites de la direction qui va voir les services ou des choses comme ça, mais c'est très, on va dire relationnel ou limite politique, quoi. Mais vraiment ce côté de se dire: «Bah, en fait, je me mets en observateur pendant un temps, et puis je vais aller voir, vraiment ce qui se passe de l'intérieur, quoi». Et en parallèle, potentiellement, si on voulait, venir activer justement, les analogies par rapport au vivant, se dire: «Bah, tiens, là, on va aller faire une immersion pendant, 1 jour ou 2 jours dans une forêt ou, dans un autre, type d'écosystème» et puis inviter les gens à faire les analogies ou les ponts dans leur tête, quoi. Enfin, moi, je sais pas, il y a un truc comme ça qui s'active en moi. Je me dis, si jamais il y avait ce parallèle qui se faisait d'aller faire de l'immersion dans sa propre entreprise et bah, du coup, ça commence à connecter aussi, mais par l'expérience, du corps, en fait, dans le milieu. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai vécu ça. J'ai vécu et vous pouvez le vivre, dans une forêt, en fait. J'ai vécu une formation, améliorer sa communication en passant par la forêt. Voilà, parce que c'était mes expérimentations à moi aussi. J'étais en mode, j'étais là pour faire un retour aux gens qui créaient ça. Et effectivement, ça marche très bien. C'est-à-dire, en fait, vous reproduisez, vous le système de l'entreprise avec des arbres qui deviennent et vous revivez, ce que vous vivez dans l'entreprise pour le visualiser. Voilà, peut-être que c'est des approches qui sont intéressantes et qui existent. Mmh. Ouais. Toi, Valentin, de ton côté, comment tu vois, l'intégration du corps justement, dans les approches pour venir vraiment compléter, un peu plus en profondeur, ce que tu peux faire? Ouais, alors l'intégration du corps, bah oui, effectivement, une fois, enfin, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, une fois je fais un audit et à la fin, le chef d'entreprise me dit: «Ah mais, ce que tu fais, j'aurais dû le faire». C'est-à-dire être présent, regarder, observer, rien dire, juste observer, prendre des notes, mesurer, discuter avec les personnes pour savoir, comment elles se sentent aussi, hein. C'est pas qu'une question de productivité, une question de, comment dire, d'indicateurs de performance et cetera. Aussi, comment on se sent, faire ce travail et il me dit: «Ah mais voilà, ça c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps». C'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de faire ça quand on est extérieur. C'est beaucoup plus facile de créer ce lien de confiance, surtout si on a un cadre éthique, pour avoir la confiance où les gens vont naturellement venir s'ouvrir à vous. Enfin, je trouve que c'est plus facile quand on est à l'extérieur et c'est toute la question que je me pose vraiment, voilà. Est-ce que quand on est chef d'entreprise, quand on est à un niveau de direction, comment par le corps, par, cette incarnation quelque part, on arrive à transcender ces barrières, qu'on se met ici un petit peu naturellement. Parce parce que les décisions qu'on peut prendre, par exemple, vont impacter les personnes, comme je disais, qu'on connaît, et que si on connaît trop bien, c'est difficile de prendre les décisions nécessaires pour le système. Et c'est toutes ces questions. Comment, en fait, quelque part, par l'incarnation, on vit la joie et la souffrance de tout le monde dans le système. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que beaucoup de chefs d'entreprise se coupent de ça, enfin de chefs d'entreprise, de managers, se coupent de ça pour éviter
euh, quelque part l'acceptation de la souffrance. Parce que si vous connaissez relativement bien vos collaborateurs et que pour X raisons, il va falloir licencier, par exemple, je prends cet exemple parce que c'est un des plus brutals qui est en entreprise. Ben, autant à un moment donné, il y a plus d'indicateurs rationnels selon le degré de licenciement qu'on doit avoir pour faire survivre le système. Oui, il y avait des gens, ils respectaient pas les indicateurs de performance. C'est douloureux et que pour s'en protéger, on a tendance à désincarner la prise de décision qui part et qui s'enferme un peu dans ces sphères pour éviter cette douleur, mais qui pour moi est nécessaire puisque la douleur la douleur, la souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez mal, comment il faut réagir? C'est quand vous vous déconnectez de ça. D'ailleurs, il y a certaines maladies où les gens ne ressentent pas la douleur, certaines pathologies, c'est problématique parce que vous prenez trop de risques, vous prenez des décisions qui amènent à un moment à des accidents gravissimes. Donc la douleur, elle est essentielle au vivant, et donc ça passe par l'interrogation, comme tu dis. Moi, ça résonne très fort ce que tu dis, Valentin. Et je pense que par peur de la douleur, par peur des conflits, en fait, on en crée des plus grosses. Et par exemple, si une entreprise se dépersonnalise pour prendre des décisions sans les expliquer et exclut des gens finalement sans avoir la sincérité de dire ce pourquoi on les exclut, eh ben ça crée une souffrance et toute la société paye les pots cassés. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, je dirais que moi, je me rappellerai toujours, j'avais parlé avec un chef d'entreprise de BMW en Allemagne, et il racontait comment il accompagnait les gens une fois qu'il avait décidé de les licencier, comment il avait cette pédagogie de leur dire la vérité. Et il y avait plein de témoignages de gens qui le remerciaient d'avoir eu le courage de leur dire les choses. Et je crois beaucoup à ça. Enfin, Moi, j'ai bien aimé ton analogie aussi, Valentin, sur tu disais que certaines maladies, certaines pathologies faisaient que du coup, les individus avaient tendance à ne plus ressentir la douleur. Et donc, en fait, ils sont tellement éloignés au final de ce qui est vraiment en train de se passer dans leur corps que du coup, forcément, leurs prises de décision sont pas bonnes, quoi. Parce qu'ils vont peut-être aller trop loin, forcer plus, et en fait, ça va être très dégénératif. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un pattern qu'on peut retrouver en effet en entreprise où du coup, la direction, oui, derrière ces tableaux de chiffres et derrière la rationalisation extrême, voire même le côté data-driven de certaines boîtes, heu, consciemment ou inconsciemment, du coup, sont en train de s'extraire émotionnellement de leur propre entreprise. Mais par contre, en effet, on n'y maintient pas sur pied d'un point de vue, sain, de l'entreprise, quoi. Donc même si, ça peut valoriser la performance, bah, au final, d'un point de vue, régénératif, on est plutôt du coup sur l'inverse, on est plutôt sur du dégénératif. Du point de vue biologique, Valentin, on est d'accord que, ce que tu disais là, la jointure émotionnelle, pour une partie du système avec son système, elle est essentielle. S'il y a une déconnexion, on est dans un organisme qui n'est plus en santé. Elle est essentielle, et quand il y a une déconnexion, c'est là où les organismes dérivent vers une approche complètement mécanistique, où tout le monde est remplaçable à la moindre défaillance. On va chercher la performance absolue des personnes. Sauf que il faut bien comprendre le trade-off, enfin pardon, le compromis du vivant. Soit vous êtes performant, soit vous êtes plastique. On parle comment dire, on parle en entreprise beaucoup d'agilité. Moi, j'aime bien ça, l'agilité, parce que, enfin, c'est intéressant comme terme. Être agile, c'est être en capacité d'éviter des menaces, enfin, d'adapter quelque part sa trajectoire. C'est ça l'agilité. Adapter sa trajectoire. Quand on parle d'un système, une cellule, votre corps humain, il n'est pas seulement agile, il est aussi plastique. C'est-à-dire, il est capable de se déformer, de prendre de nouvelles conformations, et ces nouvelles conformations, soit de les garder pour s'adapter à un changement d'environnement, soit de revenir à la configuration initiale. Et ce qu'on observe dans le vivant, c'est que plus on va vers la performance, d'accord, moins il y a de plasticité. Et souvent,
on voit que dans des environnements extrémophiles, c'est-à-dire des lacs acides, comment dire, l'Arctique, grand froid, etc. Vous avez des organismes vivants très performants, c'est-à-dire qui sont capables de métaboliser l'acide, de pouvoir résister à ces degrés d'acidité élevés, par exemple, si on prend les lacs acides. Et ils sont très performants, mais dans d'autres environnements, vont être très peu plastiques. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Par contre, ils ont réussi à coloniser une niche voilà, dans laquelle ils peuvent vivre. Et là, on voit ce compromis qui est important à comprendre. Est-ce que notre entreprise elle va être plastique ou performante? Et ça va être en fonction du milieu et de l'environnement. Et quand on cherche cette performance absolue mécanistique, eh ben, on se détache de la plasticité. Pourtant, la plasticité, plus que l'agilité, c'est le moteur essentiel de la régénération. De la capacité à se régénérer et à aller mieux. J'imagine que... Non, si, c'est très clair, en tout cas pour moi, je pense, qu'il y a vraiment cette bascule de paradigme-là. Enfin, de tout ce qu'on dit depuis le début de la conversation, il y a déjà le fait de basculer sur... on est dans une entreprise avec tout le langage et le récit qu'a une entreprise mécanique, on va dire, qui est dans la recherche de performance économique, à la bascule de on est un organisme vivant qui essaye de répondre à des fonctions avec ses différentes parties, et tout ça peut être très inspiré du fonctionnement cellulaire. J'ai l'impression qu'il y a déjà un gap, il y a déjà un saut qu'il doit y avoir. Et après, de ce que j'entends derrière, c'est même plus en précision sur les organisations humaines, les organismes vivants faits d'humains vont essayer d'être plastiques pour pouvoir s'adapter à différentes évolutions. C'est plus du tout la même finalité, la même intention en fait en tant qu'organisation. C'est vraiment complètement différent. Ça fait même société différemment. C'est pas on crée des entités qui doivent être performantes pour produire certains trucs, certaines ressources. C'est vraiment on a des entités plastiques qui sont capables de venir s'adapter par rapport à un milieu, par rapport à d'autres. Et du coup, ça transforme littéralement la manière d'être société et de faire société, de ce que j'entends là, quoi. Ben, ça transforme et j'ai envie de dire, ça devient même nécessaire. Parce que si on quitte, enfin, en tant que biologiste, moi, j'ai une approche assez agnostique. C'est-à-dire que dans le sens, il y a des parasites, il y a des prédateurs, il y a des symbiontes. En fait, chaque organisme adapte sa stratégie à son environnement. Et même selon les organismes autour de lui, va pas avoir la même stratégie pour tel type d'organisme ou tel type d'organisme. Et aujourd'hui, moi, de ce que je vois, si on dit, ben voilà, un État, c'est un organisme vivant, une entreprise, c'est un organisme vivant, on va dire les conditions géopolitiques ont montré qu'il fallait être plastique. Parce que sinon, si on cherche la performance dans un monde qui est en train de devenir de moins en moins homogène. Et pour rebondir, Valentin, en écoutant ton discours, mais aussi celui d'Olivier Amand sur la robustesse, je me disais, mais en fait, j'ai déjà vécu, moi, dans un système robuste. Et là, je me suis dit, ben oui, j'ai vécu en collectivité locale. Et là, en fait, c'est typiquement un milieu qui est absolument pas performant, mais par contre, qui, avec des changements politiques, continue à réussir à administrer une ville, à parler avec les acteurs, à animer, à travailler. Et finalement, moi, je me rappelle que mon énergie quand j'étais chef de projet dans des collectivités locales, c'était pas forcément d'être performant, mais c'est d'être en capacité de m'adapter et de construire selon l'environnement et le moment. Voilà. Et je me dis qu'au moment où on supprime des modèles, par exemple aux États-Unis, où les chercheurs le font virer, en fait, il y a peut-être la tentation de voir que le modèle performant est le seul modèle. Mais je crois que, pour faire de la politique, je crois que SpaceX n'existerait pas s'il n'y avait pas la recherche américaine. Parce que ces deux
il y en a un qui a été efficace, mais parce que il y a des systèmes moins performants, mais qui ont fait de la recherche fondamentale et qui mettent cette recherche fondamentale à disposition des autres. Et voilà. Enfin, je pense qu'on a besoin des deux. Oui, on a besoin des deux. Après, enfin bon, enfin la vision chez Eureco, c'est que les organisations de type entreprise, association, institution, sont en fait des sous-ensembles de l'organisation mère qui est la nation, l'État. Je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne des choses de cette manière. C'est-à-dire que il y a des organismes de recherche qui vont nourrir des entreprises qui sont une sous-unité, quelque part organisationnelle, d'un ensemble. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, en fait, ça se comprend même à travers l'analyse de la comptabilité, soit de la comptabilité d'un État ou d'une entreprise. C'est très intéressant parce que les flux d'énergie, les flux de ressources nous montrent quelque part intuitivement, même si on l'a jamais exprimé comme ça, on cherche à comprendre l'État, la nation ou les organisations. Voilà, la nation on se voit comme un être vivant et elle voit les organisations comme un sous-ensemble. Et du point de vue des organisations, enfin quand je dis les organisations, c'est-à-dire les entreprises, les entreprises et les associations, elles vont se voir elles-mêmes comme un organisme vivant à part entière, alors qu'en fait elles sont comment dire, elles sont des émanations quelque part, par effet d'émergence, hein, du système, voilà, du système beaucoup plus complexe. Parce que le degré de complexité d'une cellule se rapproche plus de celui d'un État que d'une organisation. Mais la structure, l'organisation et la fonction est la même. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et forcément, il y a des ponts, des collaborations qui se font entre la recherche, les institutions, enfin, entre toutes ces institutions. Voilà. Et l'État, d'ailleurs, a tendance à promouvoir les entreprises euh, répondent à un peu la direction, la destinée qui veut pérenniser. Des entreprises qui pourraient se considérer totalement déconnectées de leur pays, en fait, de se dire juste, ben voilà, nous on a notre activité, on fait notre truc dans notre coin, on fait pas ça pour la France, on se sent pas connecté par la France. Du coup, ça serait plutôt dégénératif, parce que du coup, ça serait un peu se considérer comme étant en dehors du système dans lequel on est, quoi. Ouais, je pense que enfin, les entreprises sont de facto enfin, travaillent pour l'État. Après, ça veut pas dire. Après, il y a, on va dire. Alors, là où il faudrait peut-être faire pour moi la distinction. C'est-à-dire, on fait tous partie du système, même si on peut travailler au global. Maintenant, les personnes qui vont gérer des entreprises versus les personnes qui vont gérer l'État n'ont pas nécessairement la même philosophie. Et c'est important qu'ils n'aient pas tout à fait la même philosophie de gestion, etc. Mais voilà, pour moi, vous prenez Total, ils travaillent pour la France, l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un producteur de pétrole à l'échelle internationale dont l'activité va servir essentiellement au développement de la France et de l'Europe. Et en ce sens, si vous regardez toutes les subventions qui sont faites quelque part par l'État euh, pour l'énergie, tout ce qui est distribution, approvisionnement, les terminaux pétroliers, euh, tout ce qui est terminaux gaziers, pétroliers, pipeline, etc. Donc, tout ça, c'est aussi financé par l'État. Et donc, en fait, la partie d'exploitation, elle, est donnée aux entreprises qui généralement arrivent par leur côté un peu pragmatique, de Ouais, bien sûr. Ouais, c'est intéressant. On va arriver à la fin de cet épisode, parce que sinon on pourrait encore discuter de tout ça pendant des heures et moi j'aurais eu encore des milliers de questions à vous poser. Hem, le dernier truc que je laisserai en suspens, en tout cas de mon côté, pour le moment, c'est toujours cette question de se dire, de où on se place en fait, nous-mêmes quand on observe tout ça. Parce que c'est vrai que, d'un point de vue personnel, par exemple, quand on est dans une organisation,
Si jamais l'organisation ne nous va pas, bah, c'est dégénératif pour nous, mais au final, est-ce que, l'organisation en elle-même, elle n'est pas en santé? Parce que comme on vient de le dire là, c'est pas parce que, enfin, pour qu'une organisation soit en santé, il faut pas nécessairement que tout le monde soit bien à l'intérieur en santé. Parce que du coup, le principe du vivant fait qu'il y a, des choses qui sont, conflictuelles, en mouvement, tous ces trucs-là, quoi. Et puis après, il y a l'échelle encore plus haute de se dire, bah, pour qu'un État ou une nation soit en santé, il y a peut-être pas nécessité que, toutes les parties de cette, nation soient en santé non plus et encore à l'échelle de la planète, quoi. Mmh. Et du coup, moi, à chaque fois, ça me mindfuck parce que je me dis: «Ouais, des fois, on a envie de venir un peu changer les choses, pour se dire, bah, de l'échelle d'où j'y regarde, je me dis: «Bah, tiens, j'ai envie que ça soit plus sain, cet endroit-là, donc du coup, je vais essayer de venir régénérer ou d'aider à régénérer à tel endroit». Mais après, si on se positionne d'un autre endroit, bah, on peut se dire, en fait, non, il y a pas vraiment de problème, quoi. Peut-être que de l'échelle de la planète, tout ce qui se passe à sa surface, n'est pas, optimal, n'est pas ultra performant et justement, fait qu'en fait, cette planète, à son échelle de temps et ben, elle est juste dans une petite phase de son évolution et elle continuera à bouger de manière, assez équilibrée sur le long terme, quoi. Bref, voilà. Valentin ou Alexis, avant qu'on clôt la conversation? Sur- Ce que je vivais, c'était la notion du temps, qui était pas la même, en fait, chez un commerçant, chez un chef d'entreprise et dans la collectivité. Et ce que j'ai aimé en collectivité, c'est que moi, je travaillais sur du temps long. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais sur 3 ans, 4 ans. Je travaillais sur des cycles longs. Et en fait, je trouve ça intéressant aussi, la biologie, elle nous replace parfois dans revenir dans du temps lent et long. Voilà, donc ce sera ma conclusion, c'est de dire effectivement, de regarder le vivant, de faire de la bioinspiration, de faire du biomimétisme, c'est aussi accepter de vivre. Dans des temps différents. Merci Alexis. Valentin? Le problème, c'est que tu as lancé un sujet qui Ah, c'est pour ouvrir sur un prochain. qui est très intéressant. Moi, ce que j'observe, je fais juste cette réflexion. Ouais, bien sûr. D'un point de vue, tu disais, voilà, le côté de perspective. Qu'est-ce qui est bien, en fait? Qu'est-ce qu'on ressent de bien ou mal, quelque part, selon la perspective? C'est-à-dire que, et ça, c'est toujours, je finirai sur cet exemple-là, parce que un téléphone portable, admettons, c'est bien. Est-ce que c'est bien ou mal? D'un point de vue individuel, c'est sympa, quoi. On se dit, on peut appeler les amis, il y a de la sécurité quand nos enfants ils vont à l'école. Maintenant, on passe à l'échelle de la société, c'est bien. De la planète, ben, on exploite des minerais, etc. Est-ce que c'est bien ou mal? En fait, le bien ou le mal, effectivement, est une question complètement de perspective du système. Et c'est ce qui fait que, effectivement, dans le vivant, eh ben, il y a des prises de décision qui semblent bien pour certaines parties du corps et mal pour d'autres, quand on parle de notre propre corps. Mais ça, c'est vrai aussi dans tous les écosystèmes. Et quelque part, peut-être que, pour moi, je trouve que là où la bio-inspiration, le côté, enfin, économie régénérative, se reconnecter au vivant et au cycle est important, c'est qu'il nous réapprend à vivre et aussi à mourir. À avoir ce cycle, pas seulement des temps, mais de la vie, dans le sens vivre et mourir, les cycles de croissance, de décroissance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour quelque part nous reconnecter à une forme de spiritualité qui nous permet d'accepter. Et cette acceptation est aussi source d'adaptation. Merci pour cette, super conclusion. Merci. Se reconnecter au vivant, mais se reconnecter aussi au mourant. Se connecter à la régénération, mais aussi à la dégénération et à l'accepter, comme étant, partie d'un tout. Trop cool. Merci à vous 2 les amis. J'espère qu'on Merci, se retrouvera. Excellent. Ouais. Merci Puis, beaucoup. à bientôt. À bientôt. À bientôt. Tac, on va arrêter l'enregistrement.